Bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Je viens en voisin, parce que je passe beaucoup de temps à Biarritz, donc c'est toujours un plaisir de venir ici, et puis et d'être dans cette salle à Abadi, parce qu'à Abadi, je suis plutôt habitué à le voir soit quand je suis sur un bateau dehors, ou en me baladant sur la corniche. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu, parce que vous êtes venus pour écouter une conférence. Donc on se dit tranquillement, c'est bon, on reste assis, on écoute. Alors, on va commencer par du vrai-faux, pour vous dynamiser un petit peu. Alors, je vais mettre quelques petites phrases, et puis vous allez dire si c'est vrai ou si c'est faux. On va commencer par du chose simple. Alors c'est faux. Bien. Le Soleil tourne autour de la Terre. Il y a des platistes, hein. Faut pas oublier ça, c'est quand même un peu étonnant, mais bon. On cherche une planète B pour pouvoir s'échapper quand on aura détruit la Terre. Ah non. Parce que c'est toujours c'est une question qui revient régulièrement. Ah, vous nous trouvez des planètes, on pourra s'échapper? Non. Non, on ne pourra pas s'échapper. C'est-à-dire qu'aussi, ici, il ne faudrait pas que l'on mette trop de bordel parce que nous sommes coincés, nous devons vivre ici. On ne pourra pas non plus aller terraformer Mars comme Elon Musk pourrait le penser. On est coincé sur Terre, donc il faut penser aussi à préserver notre planète. Alors, les planètes autour des autres étoiles sont comme celles du système solaire. Vrai ou faux? Non. Il y a des deux. Il y a de tout. Ça peut être, il y en a qui ressemblent à celles de notre système solaire, d'autres qui peuvent être très différentes, comme vous allez le voir. C'est-à-dire qu'on va voir ce soir qu'il y a des objets qui sont très différents de ce que l'on connaît ici. Si on détecte de l'eau sur une planète, il y a de la vie. C'est faux. Effectivement, vous allez voir, l'eau, il y en a beaucoup dans l'univers. L'eau est effectivement indispensable pour le développement de la vie, mais s'il y a de l'eau, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie. On entend tout le temps ces espèces de raccourcis. Voilà, donc je vais vous apprendre. Il y a une chose aussi que vous devez retenir de moi, c'est éviter ces raccourcis. La vie microbienne pourrait exister dans notre système solaire. C'est possible, on va essayer de vérifier dans ces prochaines années, notamment ceux qui vont sur Mars, sur Europe, Encelade, etc. Donc c'est possible, on ne sait pas pour l'instant, mais c'est pas exclu. On pourrait détecter des traces de vie sur une exoplanète d'ici 10 ans. Je suis d'accord, je viens de dire que c'est extrêmement improbable. Évidemment, on essaye, mais c'est vraiment pas facile. Justement parce que ce que l'on entend souvent, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est découvrir la vie sur une planète. Alors nous, on peut se fatiguer à découvrir des planètes, à découvrir des molécules. Dire, oui, mais alors, est-ce qu'il y a de la vie? Voilà. Comme pour tout, il est important de procéder par étapes. Avant d'aller faire décoller une fusée, on fait décoller l'avion des frères Wright, où on se jette de falaise. Mais bon, voilà, donc il est très important d'aller progressivement. Voilà, donc je voulais souligner ces éléments-là. Évidemment, à terme, on essaye de voir si on va pouvoir détecter des traces de vie sur une autre planète, mais il faut y aller petit à petit. Alors l'astronomie, c'est un métier ancien. On dit d'ailleurs que c'est le deuxième plus vieux métier du monde, parce que, en fait, juste l'observation du ciel, déjà, peut vous renseigner au moment où vous êtes dans l'année. C'est-à-dire, si vous êtes à un endroit habituel, vous regardez le moment, vous voyez que le soleil se lève à l'horizon à tel endroit, peu de temps avant que les mammouths arrivent. Ensuite, vous savez que l'hiver va arriver quand le soleil se couche à tel endroit. Donc, en fait, on a commencé, même à l'époque où on vivait dans des grottes comme à Sarre, en fait, nos ancêtres regardaient le ciel pour arriver à mieux comprendre finalement, comment vivre et comment s'adapter à leur environnement. Donc, vraiment, c'est vraiment un très, très vieux métier. Même il y a 3600 ans, on avait des cartes du ciel. Donc ça, c'est une des plus anciennes cartes du ciel connues, qui représente notamment les Pléiades. Donc il y avait vraiment... Donc les gens, en fait, de tout le temps, ont regardé le ciel. Bon, les Égyptiens aussi avaient aussi une astronomie assez de position pour prédire la crue du Nil. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été trouvé en Allemagne. C'était des fouilles clandestines. Ils avaient creusé, ils avaient trouvé ceci.
Et donc ce disque a été récupéré par les archéologues et il y a des études qui ont été faites dessus. Donc si vous regardez sur le net, il y a des gens qui ont essayé d'identifier les étoiles qui pourraient être présentes sur ce disque. Moi, il y a une machine que j'adore, c'est la machine d'Anticythère qui a été trouvée dans un bateau il y a une centaine d'années. Donc il y a beaucoup de roues dentées en briques qui sont enchaînées les unes dans les autres. Et en fait, c'est une machine qui permet de reproduire le mouvement des planètes de notre système solaire. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites dessus récemment, parce qu'ils ont fait des scanners, ils ont pu trouver les différentes roues dentées, même celles qui sont coincées dans la croûte là, vous voyez. Et donc on arrive maintenant à voir que cette machine permettait de reproduire le mouvement des astres avec les connaissances de l'époque. Donc ça aussi, on peut trouver pas mal d'informations sur le net. Vous voyez, donc même il y a déjà 2200 ans, on suivait le mouvement des planètes et on arrivait même à prédire leur position. Et donc s'interroger sur la place de l'homme de l'univers, on peut remonter même à Démocrite. Donc il y a un nombre infini de mondes de différentes tailles. Certains sont plus gros que nous, d'autres n'ont ni soleil ni lune, d'autres ont des soleils et des lunes plus grosses que les nôtres. Certains mondes se développent, d'autres évoluent vers leur destruction. Il existe aussi des mondes sans créatures vivantes, sans plantes et sans eau. Donc ça, c'est une vision du monde d'un point de vue philosophique, puisqu'ils n'étaient pas capables de faire de mesures ou de le prouver. Mais ça montre déjà qu'en fait, il y a 2500 ans, on s'interrogeait sur ce genre de choses. Après les astronomies des Grecs, je dirais vraiment un changement majeur, ça a été par les travaux de Copernic, donc un travaux qu'il a publié en 1543, où il arrive à la conclusion que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais elle est en orbite autour du Soleil, comme les autres planètes. Alors c'était une telle révolution qu'il a attendu d'être vraiment au crépuscule de sa vie pour publier, histoire de ne pas avoir de problème, parce que c'était quand même une vision globalement hérétique à l'époque. En termes d'hérésie, justement, Giordano Bruno, lui, a eu par contre un destin plus funeste, puisqu'il a passé 7 ans dans les geôles du Vatican avant d'être brûlé. Lui, sa vision, c'était « la Terre est un parmi l'infinité des mondes habités de l'univers ». Donc ça aussi, on est toujours sur le côté philosophique, c'est-à-dire le fait que les hommes s'interrogent sur notre place dans l'univers. Et le concept qu'on n'est pas seul, il doit y avoir d'autres choses. Alors, au XXe siècle, donc évidemment on peut voir vision romantique, le voyage dans la Lune de Méliès. Alors, évidemment les soucoupes volantes atterrissent sur un monde. Attends, ça doit être la planète interdite, ça. Alors là, dans Alien, le Nostromo en train de se balader, arrivant dans un système avec différentes planètes. Oui, en fait, on n'était pas à court d'imagination pour ce qui était de décrire des mondes. Donc là, c'est un monde froid, probablement sans atmosphère. Star Wars, là, Luke Skywalker habite sur une planète qui orbite autour d'une paire d'étoiles. Voilà. Donc des planètes avec 2 soleils. Ça, c'est aussi quelque chose qui vient de la science-fiction. Les planètes glacées. Donc ça, c'est dans l'Empire contre-attaque. Il y a aussi les planètes couvertes de lave. Donc ça aussi, c'est dans le monde de la science-fiction. On a aussi rêvé ce genre de choses. Ou alors, dans le film Interstellar, des planètes en orbite autour de trous noirs. Comme par exemple celle-là, qui est une planète glacée en orbite autour de ce trou noir, ou une planète qui est recouverte d'un immense océan. Ces trucs-là, en fait, vous allez voir, ils existent. C'est-à-dire, on en a découvert depuis. Alors maintenant, revenons sur Terre. Donc on a vu que l'homme s'interroge sur sa place dans l'univers depuis très longtemps. On a aussi pas mal rêvé, notamment avec les films de science-fiction et la littérature. Maintenant, on va passer plutôt côté astronomie. Et quelque chose qui a vraiment été un gros développement, c'est effectivement, malgré tout, se poser la question de la présence de vie ou pas sur une planète. Donc, il y a, en 1980, il y a James Lovelock, on peut dire c'est le père de l'astrobiologie, c'est-à-dire étudier justement le développement potentiel de la vie sur des planètes,
Elle dit la chose suivante. L'histoire d'une planète est indissociable de l'évolution des organismes vivants sur cette planète. Donc ça veut dire que si des processus biologiques se développent sur une planète, en fait, on peut arriver peut-être à voir ces processus biologiques par des signatures à l'extérieur. Donc ça devrait se traduire par une évolution de la composition de l'atmosphère par rapport à une planète qui serait stérile. Et donc ça devrait être détectable à grande distance. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire que si je regarde une planète, juste avec les lois de la physique et de la chimie, je vois un peu les molécules qui sont là, je sais à quoi elle devrait ressembler, et puis ensuite j'en observe une autre et je vois que ça ne colle pas du tout avec tout ce que je sais de la physique et de la chimie. Il faut rajouter d'autres processus pour arriver à comprendre l'atmosphère que j'observe. Et donc, ce serait possiblement une signature de vie. Mais attention, ça veut dire, quand on va faire ça, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait une bonne connaissance de ce que l'on fait, parce que si chaque fois qu'on dit « Ah, je ne comprends pas », donc c'est une signature de vie, là, on va dire pas mal de bêtises. Voilà, donc étudier les atmosphères de planètes, comprendre les atmosphères de planètes, comprendre les planètes de manière globale, tout ça, ce sont des étapes vers le jour où ensuite on pourra se dire « Je comprends maintenant tellement bien comment marchent les planètes, et dans les planètes que j'étudie, il y en a quelques-unes où c'est un petit peu différent, et pour expliquer ce que je vois, il faut rajouter de la biologie. » Et donc, ça peut être des signatures de vie. C'est plutôt comme ça qu'en fait, il faut procéder vers un jour une détection de vie dans une atmosphère de planète. Alors, la Terre, comment elle était autrefois? À quelques milliards d'années, c'était pas terrible. Donc, on était beaucoup plus chaud, des océans de magma, des comètes, un bombardement cométaire, c'était vraiment pas hospitalier. À cette époque-là, l'atmosphère était composée d'hydrogène et d'oxygène, puis on a eu de l'azote et du dioxyde de carbone. Donc ça, c'était l'atmosphère de la Terre il y a 4 milliards d'années. Donc ça, c'était vraiment juste au moment où elle s'est formée. Et aujourd'hui, pratiquement plus de CO2, de l'azote, de l'oxygène, de l'eau et de l'ozone. Quand je vous parlais des processus de vie, l'oxygène, en fait, il vient de là. C'est-à-dire, il vient vraiment de l'activité biologique sur notre planète. Et on peut voir justement l'évolution de l'oxygène au cours du temps. Ah, flûte, évidemment, le bas de l'axe a été bouffé. Donc là, on est à 4 milliards d'années, 3 milliards d'années, 2 milliards d'années, 1 milliard d'années. Bon, le développement de différents petits organismes sur Terre va faire augmenter la quantité d'oxygène dans notre atmosphère. C'est-à-dire que si on regardait la Terre à différents moments de son époque, on verrait la concentration d'oxygène évoluer au cours du temps. Et ça, c'est lié à le développement de la vie sur la Terre. Et nous, évidemment, on est juste à l'extrême fin. Et vous voyez qu'à partir de 2 milliards d'années, en fait, la quantité d'oxygène qu'on a sur Terre est à peu près la même, quoi. Ça ne bouge pas énormément. Voilà, donc ça, c'était pour vous garder en tête. Les processus biologiques, à terme, peuvent aussi traduire donc, qu'il y a de la vie sur une planète. Mais avant de prouver ça, j'aurai des cheveux qui sont vraiment blancs, je pense, quand on pourra parler de ce genre de résultats. Alors, comment on peut observer une planète de l'extérieur? Pour ça, on fait de la spectroscopie. Alors, la spectroscopie, c'est on met un prisme, on fait un petit arc-en-ciel, et puis on disperse la lumière. Donc, cette lumière va du bleu vers le rouge, et il y a des matériaux qui absorbent un peu cette lumière. Donc, c'est pour ça que ça fait... si on regarde un arc-en-ciel, ça fait comme s'il y avait des bandes, et si on prend une coupe, le flux, en fait, varie en fonction de la longueur d'onde. Et avec ce spectre, ça nous permet de nous renseigner sur la composition chimique de ces atmosphères. Donc on peut regarder la Terre. La Terre, c'est le point bleu au milieu, là, vu depuis l'orbite de Saturne par Voyager 1. Et on peut faire un petit spectre de la Terre vu de loin. Donc là, c'est la longueur d'onde. Alors c'est en microns, donc ce sont des choses qui se passent dans l'infrarouge, donc très loin de ce que l'œil humain peut percevoir. Et en fait, on voit qu'il y a des trous. Donc ça, c'est un trou qui est lié à la présence d'absorption d'eau. Ça, c'est l'ozone qui a fait un trou. Le CO2 fait un trou. Et l'eau fait un autre trou ici. Donc quand on regarde cette courbe-là, pour expliquer les différentes bosses, en fait, ça nous dit
les molécules qui sont présentes, et on peut dire la quantité de ces molécules qui sont présentes. S'il n'y avait rien, ce serait plat. Et comme vous avez... S'il n'y avait pas d'ozone, tac, ce serait plat. Donc le fait qu'il y ait un trou ici, ça traduit l'ozone. Donc ça, on peut le faire donc, sur la Terre depuis l'extérieur, donc ça c'est très bien. On peut regarder notre système solaire de cette manière-là, donc vu par Voyager, donc ça veut dire juste un point. Et on peut prendre des spectres de ces planètes, et ça nous donne des informations sur ce qu'il y a dans leur atmosphère. Vénus, donc une planète qui est proche du Soleil, c'est plat, et là, il y a un gros trou dans le spectre, c'est le dioxyde de carbone. Bon, la Terre, on l'a vu, et Mars aussi, pareil, il y a beaucoup de dioxyde de carbone. Alors, les planètes de notre système solaire, on va faire une petite visite. Vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Celles-là, vous voyez, ce sont des planètes qui ont des tailles assez voisines. Ce sont des planètes telluriques qui sont proches du Soleil. Après, vous avez Jupiter et Saturne, qui sont des planètes gazeuses. Uranus et Neptune, je pense que les deux vos images ont été inversées. Et Pluton derrière. Une quantité qui excite beaucoup, et tous les curieux d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire, quand il y a une étoile et des planètes, est-ce que la planète serait habitable? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait y vivre? Alors, la définition a été un peu simplifiée. C'est zone habitable, ça veut dire l'eau est liquide à la surface. Donc, moins de 100 degrés et plus de 0 degrés. Donc, entre 0 et 100, c'est considéré comme habitable. Ça, c'est le premier argument. Donc, vous voyez, dans notre système solaire, la Terre, ben là, on est à la bonne température. Vénus, c'est un peu trop chaud. Mars, c'est un peu trop froid. Et puis toutes les autres sont beaucoup plus froides. Voilà, donc souvent on dit zone habitable juste avec cet argument lié à la température pour l'eau, mais il y a bien sûr d'autres arguments qui vont vous dire si oui ou non c'est réellement habitable ou pas. Mais ça, c'est vraiment le niveau 0. Alors chez nous, on a déjà une diversité de planètes qui est extraordinaire. Il n'y a pas 2 planètes pareilles dans notre système solaire. Vénus, en fait, elle est très proche de la Terre, en apparence, puisqu'au point de vue masse, rayon, mais elle est couverte d'une énorme atmosphère de CO2, et il fait une température, il fait 500 degrés à la surface, il y a des pluies d'acide sulfurique, la pression atmosphérique est 100 fois plus importante, c'est épouvantable. Mais elles ont été formées dans des conditions assez voisines. Donc qu'est-ce qui a fait que la Terre est devenue la Terre et Vénus un truc complètement inhospitalier? On ne sait pas encore pourquoi exactement. Ça, c'est Mars. On pourrait se croire dans un désert. Là, l'avantage de Mars, c'est qu'on peut envoyer des robots pour aller explorer. Donc ça, justement, c'est le dernier robot qui est arrivé avec la caméra Supercam qui a été fabriquée entre Paris et Toulouse. Donc un instrument français sur le rover américain. Donc là, on est sur place, on a les robots, les machins en orbite autour, donc on peut étudier la planète de manière vraiment détaillée. Et là, on a, sur Mars, vous avez vu, les couleurs sont un peu jaunes, mais en fait, voilà donc les atmosphères comparées de la Terre et de Mars. Donc, c'est une atmosphère beaucoup plus ténue, beaucoup plus diluée, avec quand même quelques nuages, et qui a plutôt des couleurs dans les orangés. Alors après les planètes rocheuses, il y a une autre grande catégorie de planètes gazeuses. Alors, une planète gazeuse comme Jupiter, c'est 320 fois la masse de la Terre. C'est un rayon aussi beaucoup plus important. Donc, c'est en fait une énorme boule de gaz. On peut dire que c'est un peu comme une étoile avortée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été assez grosse pour que les réactions thermonucléaires démarrent en son sein et qu'elle devienne une étoile. Donc, les planètes gazeuses sont ces espèces de montres avec beaucoup de gaz. Elles ont un cœur rocheux, mais en tour, elles ont vraiment accrété beaucoup de gaz. Saturne, plus loin, alors elle fait 70 ou 80 fois la masse de la Terre, parce qu'en fait, elle avait moins de gaz à bouffer que Jupiter. Jupiter s'était servi en premier. Mais il y a aussi de la matière qui s'est organisée dans un disque autour. Uranus et Neptune, là, on est à
15-17 fois la masse de la Terre. Donc ce sont des petites géantes gazeuses. Ok, donc qu'est-ce que vous pouvez retenir? Il y a des planètes rocheuses, la masse de la Terre, ou environ, ou un peu plus petit. Il y a des planètes gazeuses, 10-15 fois la masse de la Terre, jusqu'à 300 fois la masse de la Terre. Ça, c'est ce qu'on a chez nous. Quand vous avez vu les photos, il n'y a pas deux planètes pareilles. Hein. Puis après, pour la diversité, il y a les petits corps. Alors les petits corps, c'est assez rigolo. Ce sont les satellites en orbite autour de ces différentes planètes. Donc certaines sont couvertes de glace. Sous couvert de glace, ça veut dire, vous ne voyez pas de cratères. Donc ça veut dire que ce sont des surfaces géologiques qui ont évolué récemment. Donc ce sont des mondes qui vivent, qui évoluent, qui ne sont pas statiques depuis 4 milliards d'années. Il y a des endroits où il y a même des geysers avec éjection de gaz. Et ils ont fait voler le satellite Cassini justement dans un de ces plumes pour mesurer les abondances de ce qu'il y avait, voir un peu la chimie qui pouvait se passer soit à l'intérieur de ces satellites. Et on trouve de la vapeur d'eau, du méthane, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. Enfin, c'était un peu surprenant de voir que même les satellites des planètes géantes pouvaient avoir quelque chose d'intéressant. Et en fait, tous ces mondes-là, il y a beaucoup d'eau sous forme de glace. Et l'eau peut être aussi sous forme liquide, assez profond sous la glace. Alors, parmi les autres mondes que l'on a visités, ça c'est Titan, donc, qui avait été visité, je ne sais plus en quelle année, il y a un certain nombre d'années. Et là, photo à la surface de Titan. Vous allez me dire, ça ressemble un peu à Mars, mais la différence, il fait moins 180 degrés. Et là, vous avez des choses, là, ça ressemble à des rivières. Vous dire, c'est comme chez nous. Ben non, ce sont des rivières de méthane. Donc c'est un peu plus frais. Et puis évidemment, parmi les corps qui excitent beaucoup la curiosité, il y a Europe. Europe couverte d'une épaisse couche de glace, avec un océan liquide en dessous. Et donc il y a des projets justement, Europa Clipper, une mission américaine, pour aller faire un tour là-bas. Alors idéalement, ce serait de faire un trou, mettre la canne à pêche ou faire passer un petit sous-marin. Il y a 12 km de glace minimum à creuser. Donc, bon, c'est pas encore... déjà, on va essayer de se poser dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, donc dans l'inventaire des petits corps, donc il y a beaucoup de choses, mais qui ont des rayons finalement, donc ce sont des choses qui sont plus petites, approximativement de la taille de la Lune, voire même plus petits, et il y en a un certain nombre qui ont une grosse abondance d'eau sous forme de glace. Et puis, Pluton. Tout le monde pensait que Pluton allait être quelque chose de vraiment ennuyeux, mais non. Vous voyez cette photo? Ça, c'est pas une vue d'artiste, c'est vraiment une photo qui a été prise par la mission New Horizons. Donc vous voyez des étendues planes avec des montagnes, une surface géologique jeune, avec de la glace, une géologie active, une petite atmosphère, beaucoup plus riche que ce qu'on avait pensé initialement. Vous voyez? Donc, et pour finir, les autres éléments qui constituent notre système solaire, il y a aussi donc, les comètes, donc celle qui a été visitée par la mission Rosetta. Pour vous donner des échelles de hauteur, donc voilà, par rapport à la taille de la tour Eiffel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir là-dessus? Là, la forme, là, ça ressemble à une chaussure. Les autres corps sont ronds. En fait, les petits corps, jusqu'à quelques centaines de kilomètres de taille, en fait, ils ne sont pas assez massifs pour que par gravité, en fait, ils arrivent à se retrouver avec une symétrie sphérique. C'est-à-dire c'est plutôt à partir de 1500-2000 km qu'on va arriver à avoir cette symétrie sphérique. Donc les briques élémentaires avec lesquelles on constitue les planètes sont plutôt en fait à partir de ces petites choses-là, jusqu'à ce qu'en fait on arrive à avoir suffisamment de masse et ça devient vraiment rond. Alors, les planètes de notre système solaire. Diversité extraordinaire, puisque toutes les planètes sont différentes. À part la Terre, c'est pas très hospitalier. Il y a de la glace, en fait, dans beaucoup de ces corps, des geysers, des volcans, des océans sous la banquise, donc c'est vraiment quelque chose de très riche.
Côté planètes, donc il y a des planètes avec une atmosphère, à savoir les planètes rocheuses, Mars, Vénus et la Terre. Mars et Vénus, du dioxyde de carbone, un peu d'eau, la Terre, azote, oxygène. Après, vous avez les planètes glacées, les petits corps glacés, donc Pluton, Titan, etc. Et il y a les planètes géantes, qui sont les choses de 14 à 320 fois la masse de la Terre, donc les Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis il y a ce que j'appellerais une planète toute nue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'atmosphère, c'est Mercure. Donc c'est plutôt un truc bien... donc Mercure, c'est plutôt... Enfin, c'est quasiment une boule de fer, en fait. Voilà. Où on en est avec notre panorama des planètes de notre système solaire. Alors, et dans notre galaxie, alors vous savez, nous sommes des banlieusards. La galaxie est une galaxie spirale, bon, un peu de ce genre-là. Et nous vivons dans un coin relativement pépère, dans un bras spiral à l'écart, là. Donc on est à 8 kg par sec, dans les 30 000 années-lumière du centre. C'est un endroit où il fait bon vivre, on n'a pas un trou noir supermassif à côté, enfin on est bien. Et donc là, ce que l'on veut faire, c'est la question de se poser, évidemment, qu'en est-il des planètes autour donc, des autres étoiles dans notre galaxie? Puisque comme il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, ça serait quand même bien le diable si on était les seuls. Alors comment on peut chercher ces planètes? La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode Doppler, c'est-à-dire une étoile et une planète qui tournent l'une autour de l'autre. En fait, c'est si vous faites du patinage artistique, et que vous comme ça à deux à tourner l'un autour de l'autre, vous voyez en fait les deux corps évoluent comme ça l'un par rapport à l'autre, et même s'il y a un qui est beaucoup plus lourd que l'autre, il va toujours y avoir cette espèce de petit mouvement d'oscillation. Et ce que l'on fait, c'est on prend des spectres, on disperse la lumière, on fabrique ces petits arcs-en-ciel de l'étoile, et on va voir l'étoile avancer ou reculer, parce qu'il y a une planète qui lui tourne autour. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Doppler. Pour faire ça, si on veut mesurer la Terre, ça fait une variation de 0,5 mètres par seconde par an. Et pour Jupiter, c'est 12 mètres par seconde par an. Ça veut dire que ce sont des effets qui sont petits. Ce n'est pas très facile à faire. Donc les gens ont commencé dans les années 80 à prendre des spectres, à suivre des étoiles en se disant on va commencer par essayer de découvrir des Jupiters. Jupiter, 11 ans, donc on va observer sur une dizaine d'années. Je suis capable de détecter un signal d'environ 12 mètres par seconde, donc j'y vais. Je vais essayer de détecter un truc comme Jupiter. La Terre, on verra plus tard. Donc voilà, donc les gars ont commencé à faire ça. Pendant ce temps-là, à Arecibo, c'est le grand radiotélescope qui était à Porto Rico. Ils faisaient des upgrades techniques, et donc ils ont commencé à regarder des pulsars. Les pulsars, ce sont des étoiles mortes. Et ils regardaient ça, parce qu'ils disent, en fait, Arecibo est dégradé, moi je ne peux pas vraiment l'utiliser complètement, mais je peux observer des pulsars, donc on va mesurer de manière précise les pulsars pour voir un peu comme l'horloge que c'est. Et comme ce sont des horloges, on peut utiliser la méthode Doppler dessus. Et alors là, bing, donc là c'est Arecibo, parce que ça a été évidemment utilisé dans James Bond. Donc vous avez une étoile à neutrons, un machin qui fait la masse du Soleil dans 15 km de rayon, alors que le Soleil c'est 700 000 km. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compact, qui est un résidu en fait de la mort d'une étoile. Et qui a 3 planètes, des planètes qui sont un peu plus grosses, 2 qui sont un peu plus grosses que la Terre. Alors là, surprise. Donc les gens cherchaient des planètes semblables à Jupiter. Bing, première surprise, c'est autour d'un pulsar qu'ont été découverts les premières planètes. 95, des Suisses, Mayer et Kellos était l'étudiant de Mayer, commencent à faire de la recherche de planètes par vitesse radiale. Et contrairement aux Américains, ils disent on a des années de retard par rapport aux Américains. On n'arrivera jamais à avoir les 10 ans d'observation pour choper un Jupiter, parce qu'on a commencé tellement longtemps après eux. Bon, on va quand même vérifier notre instrument. Et donc, ils ont commencé à observer de manière très répétée quelques planètes. Et alors, la surprise, ils ont trouvé qu'il y avait une planète où il y avait un signal. Alors, vous voyez cette courbe-là, sinusoïdale.
L'unité, là, c'est une amplitude, c'est 70 mètres par seconde. Et la période, c'est 3 jours. Dans 4,2 jours. Pas 11 ans. Alors là, quand ils ont découvert ça, ils disent, attends, là, il y a un problème. Là, est-ce qu'on a foiré quelque chose? Parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus près que Mercure. Ça veut dire que la planète tourne très très proche de son étoile. Donc il y a eu un peu d'angoisse à se dire, est-ce que c'est vraiment une planète? Et puis finalement, ils ont dit, bon, oui, ça doit être une planète, donc ils l'ont publié. Et alors ce qui est très drôle, c'est que les Américains avaient observé la planète en question, et comme ils se disaient, il faut 10 ans de données, ils n'avaient pas analysé les données. C'est con, hein? Et donc, ils voient le papier nature sortir, et bling, 3 semaines après, ils ont dit, oui, on confirme. Ils auraient pu le détecter avant. Voilà, donc ça, c'est la première planète découverte en orbite autour d'une étoile normale. Ce qui est par contre très surprenant, donc c'est 4 jours de période. C'est vraiment très court. Comment une planète peut être aussi proche de son étoile? Alors là, évidemment, il y a des théoriciens. Les théoriciens, ça avait dit, il n'y a pas de problème, les planètes peuvent migrer, c'est-à-dire qu'elles sont formées dans un endroit, et elles interagissent avec les autres planètes, elles interagissent avec le disque, et donc on peut avoir des planètes sur des orbites très courtes. Voilà, donc, vous voyez, donc, on commence par chercher des Jupiters, on trouve des planètes autour de pulsars, et ensuite on trouve des planètes autour de Jupiter. Donc un Jupiter chaud, pour mettre ça en perspective, c'est vraiment quelque chose qui est très proche de son étoile, bien plus proche que ne l'était Neptune, l'était Mercure. Ensuite, ils ont continué à découvrir des planètes par la méthode des vitesses radiales. Et un autre événement que l'on cherchait, c'était les planètes qui font des transits. C'est-à-dire quand une planète passe devant son étoile. Si elle passe devant son étoile, elle fait une petite occultation. Donc là où vous avez un schéma explicatif, la planète passe devant, le flux de l'étoile baisse un peu, et ensuite, ça revient normal. Et le flux va baisser de l'ordre d'1%. Donc il suffit de mesurer le flux de l'étoile, et puis si ça varie d'1%, avec cette formule-là, c'est la transition d'une planète. Donc ça a été découvert pour la première fois en 1999, observation faite avec en gros qui serait un télescope d'amateur sur un parking à côté de l'université. Donc voilà, donc ça a été un premier Jupiter chaud qui a été détecté. Donc comme ça, les premières planètes que l'on trouvait, c'était des planètes chaudes, massives, en orbite autour de leur étoile et très proches de leur étoile. Bon, moi, je vais vous parler un peu de ce que je faisais. Donc nous, on cherchait des planètes par une autre méthode, ça s'appelle les effets de lentilles gravitationnelles. Alors le principe est un peu plus compliqué, c'est on regarde une étoile très loin, dans le centre de la galaxie, et on attend qu'une autre étoile passe devant, entre nous et l'étoile derrière. Et cette étoile qui passe entre nous deux, elle va faire, par les effets de relativité générale, elle va amplifier la lumière de l'étoile qui est derrière. Elle ne fait pas une éclipse, c'est l'inverse, on va recevoir plus de lumière. Et si cette étoile a une planète, on va pouvoir voir la signature donc, de cette planète. Donc il suffit de surveiller des étoiles dans le centre galactique et voir les effets de lentilles. C'est-à-dire que la luminosité va varier au cours du temps. Donc on regarde une étoile, son flux augmente, ça passe à un pic, ça descend, et ensuite il y a un flash qui va durer 1 jour pour un Jupiter, 2 heures pour la Terre, qui permet de traduire la présence de la planète. Donc il suffit de surveiller les étoiles et pour essayer de voir les petits flashs comme ça. Ouais, ça paraît tout simple. Le seul problème, c'est une étoile a une chance sur 1 million d'avoir des effets de lentilles. Donc il faut savoir lesquels. Donc qu'est-ce qu'on fait? On surveille plusieurs millions d'étoiles. Ensuite, on les analyse en temps réel pour savoir lesquelles sont amplifiées. Et après, on met des télescopes dessus et on observe pour essayer de choper le petit blip. Alors ça, c'est ce que l'on faisait avec un réseau de télescopes. Donc on a monté un réseau de télescopes. On avait 9 télescopes autour de la Terre pour faire ça. Alors parfois, pour s'amuser, on regarde à l'œil. Voilà. Mais ça, c'est uniquement pour s'amuser. Normalement, on met une caméra. Voilà, donc ce sont des télescopes comme ceux-là, donc des télescopes de 1 mètre. Celui-là, c'était au Chili. Ça, c'est un 2,20 m aux Canaries. Ça, c'est un 50 cm à Perth. Là, on est en Afrique du Sud. Et là, c'est un 1 mètre en Tasmanie. Là, je vais partager avec vous cette petite aventure pour vous montrer combien... Là, on observe avec des petits télescopes. Vous savez que c'est un peu particulier. Donc, par exemple, vous êtes en train d'observer, vous entendez du bruit dans du télescope. Qu'est-ce qui se passe?
Vous allez voir le petit boîtier électronique sur le côté. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Là, vous voyez une oreille et du poil. Ceci est un opossum. Et l'opossum est un animal qui aime bien la chaleur de l'électronique et qui est aussi un animal propre. C'est-à-dire que il a sa chambre, là où il dort, sur les boîtiers électroniques, et il utilisait le miroir comme toilette. Donc nous avons capturé le possum. On a mis une caméra pour être sûr qu'il ne reste pas longtemps dans la cage, mais finalement ça n'a pas marché avec la technologie, il a fallu l'attraper à la main. Nous avions installé une maison dans l'arbre à côté. Nous avons relâché le possum. Vous voyez, là il est en fait en train de monter sur son arbre. Donc. Et après nous avons nettoyé le bazar. Parce qu'évidemment le possum s'est débattu. Et il a fait de l'attaque chimique contre celui qui l'avait attrapé. Voilà, puis aussi, bon, ça fait passer de l'astronomie aussi, où quelquefois, on fait les choses vraiment à l'ancienne, dans la coupole. Et là, c'est après une nuit d'observation, en train de prendre une bière avec un de mes vieux copains. Voilà. Alors, il y a aussi on utilise aussi des grands télescopes, parce qu'on utilise beaucoup les petits télescopes, on les a des mois et des mois. Et après, de temps en temps, on utilise des grands télescopes de manière pointée. Donc là, on est, ça c'est au Chili, à l'observatoire de la Silla. Voilà quelques vues du ciel. Oui, la Silla, parmi les animaux qui nous rendaient visite, donc, il y avait un renard, qui était le renard résident de la coupole. Donc on lui donnait à manger tous les soirs avant d'observer. Vous voyez, salle de contrôle, c'est un peu rustique. Mais ça marche. C'est-à-dire que les petits télescopes, on a beaucoup de temps, en fait, on a beaucoup d'instrumentations qui sont comme ça, qui ont un petit côté années 70. On utilise aussi des choses un peu plus modernes, mais ça on a peu de temps avec eux. Donc ça c'est le télescope de 8 mètres à l'ESO. Donc ça c'est le VLT. Donc l'ouverture là pour vous donner l'échelle, vous avez un personnage ici. Donc ça c'est par anal. Le miroir de 8 mètres 40 de diamètre. Puis ça c'est la caméra qu'on utilise. Donc là je suis à côté pour l'échelle. Donc ça c'est l'instrument. Donc Et l'instrument qu'on utilise beaucoup aussi, c'est à Hawaï, les télescopes Keck sur le Mauna Kea. Donc les deux boules que vous voyez, ce sont deux télescopes de 10 mètres. Et ça, je les utilise chaque année. Donc là, c'est un miroir segmenté. Donc ce sont des hexagones de 10 mètres, ça fait 10 mètres de diamètre. Et parmi l'instrumentation, on a des choses que l'on appelle on va tirer un laser sur le ciel pour générer des étoiles artificielles qui permettent en fait d'effacer complètement l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on arrive à corriger complètement de l'atmosphère et faire comme si on avait le télescope dans l'espace. Donc avec ça, on arrive à faire des images qui sont plus fines que ce qu'un télescope spatial peut faire. Voilà, donc en fait, on utilise beaucoup les petits et puis aussi un petit peu les gros pour chercher des planètes. Alors là, je vais parler d'une découverte qu'on avait faite. C'était la première planète tellurique. Voilà, pour vous montrer une idée, ça c'est un champ. On observait cette étoile-là. Cette étoile-là, on savait qu'elle faisait un effet de lentille gravitationnelle. Donc c'était une des 20 étoiles qu'on surveillait. Et on l'a observée avec un certain nombre de télescopes. Donc vous voyez, la lumière augmente au cours du temps. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça descend. Et puis là, blip, ça fait un petit flash. Et ça redescend. Le flash, là, ça a duré une dizaine d'heures. Et donc ça a été observé par des télescopes. Vous voyez, sur la figure, il y a 6 télescopes. Et ça, en fait, c'est la signature d'une planète de 5 fois la masse de la Terre, ce qu'on appelle une super-Terre, qui est en orbite autour d'une petite étoile, une étoile qui fait 1/5 de la masse du Soleil, et elle est à 26 000 années-lumière de distance. Sa température, c'est environ moins 220 degrés. Donc même un pingouin ne serait pas bien là-bas. Voilà, mais c'est marrant, c'est qu'on avait, au moment où on a détecté cette planète, c'est le moment où on commençait à être sensible à ces planètes-là. Donc au moment où on se dit, maintenant ça y est, on peut arriver à les détecter si elles sont là, et bing, on en chope une. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Puis après, il y en a d'autres planètes de cette régime-là, donc des planètes de quelques masses terrestres qui ont été détectées.
dans le régime des super-terres. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une super-terre chaude. Alors celle-là, pareil, elle fait quoi 7 fois la masse de la Terre, mais elle est très très proche de son étoile. Donc elle est à des températures de 200-300 degrés, mais il y en a qui sont à des températures de 1000 degrés. Donc, on va dire, on en est au stade où on a des planètes comme Jupiter, Saturne et Neptune qui ont été découvertes, des planètes qui sont chaudes, voire très chaudes, et aussi maintenant des planètes froides. Donc on a vraiment un zoo là qui est en train de se développer. Aujourd'hui, il y a 4000 planètes, plus de 4000 planètes découvertes. Donc ça a vraiment complètement explosé depuis 1995. Mais on détecte un truc qu'on n'a pas dans notre système solaire. Ce sont les planètes entre 2 et 10 masses terrestres. Parce que nous, on n'a pas ça. Entre la Terre et Neptune, on n'a rien. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que les planètes les plus abondantes que l'on trouve, ce sont celles que l'on n'a pas chez nous. Là, par exemple, celle-là, Corot 7, elle tourne en moins d'un jour autour de son étoile. 5 masses terrestres, 2500 Kelvin. Donc là, c'est couvert d'océans de lave, quoi. C'est vraiment trouvé par un satellite français, le satellite Corot. Il y a aussi des objets. On n'est pas sûr qu'ils existent, on n'a pas vraiment encore réussi à le prouver, mais ils doivent être là. Ce sont ce qu'on appelle des planètes océans. Ce sont des super-terres sur lesquelles il y aurait énormément d'eau. Donc qui pourrait être couverte par un océan. Et si elle est très chaude, alors ce serait un océan avec de la vapeur, donc ce serait vraiment un sauna, un gigantesque sauna à l'échelle de la planète. Ou si c'est plus tempéré, ça pourrait être une planète juste couverte d'un immense océan. Donc là, on pense qu'il y en a, mais on n'est pas encore absolument certain. En 2012, une chose que l'on a fait, c'était de montrer qu'avoir une planète, c'était la règle pour les étoiles de notre galaxie, c'est-à-dire qu'en moyenne, chaque étoile a au moins une planète. Voilà, donc ça, c'était ce que l'on avait fait avec le microlensing. Alors, il y a un satellite qui a contribué énormément, c'est le satellite Kepler. Donc, satellite de la NASA, qui a observé un champ dans le ciel, un ciel que l'on peut voir d'ici. Donc là, vous avez la constellation entre le Cygne, l'Aigle et Vega. Et donc, ils ont observé un champ ici, et ils ont découvert des milliers de planètes en transit. Donc ça, ce sont les premiers résultats de Kepler. Donc ils trouvent des planètes de différents rayons. Alors des planètes qui sont grosses, des planètes qui sont petites. Ils ont vraiment tout un zoo. Donc voilà un peu la collection de ce qu'ils ont trouvé. Ça doit être un poster qui doit dater de 2015. Et donc ils ont vraiment découvert plusieurs milliers de planètes avec toute une diversité absolument folle. Alors, ils ont découvert des planètes avec beaucoup de super-terres toujours. Ce sont ces planètes un peu massives qu'on n'a pas chez nous. Ils en ont découvert aussi beaucoup. Ça veut dire que vraiment, ce sont des objets qui sont très fréquents dans notre univers. Mais une question se pose, c'est quelle est leur nature ? Donc on a ces objets un peu plus gros que la Terre, certaines qui sont couvertes de glace, d'autres qui sont couvertes de lave en fusion, d'autres qui peuvent être couvertes d'océans, et d'autres qui peuvent être des planètes, des mini-Neptunes, il y a des planètes gazeuses. Et il peut aussi y avoir des planètes terrestres avec des atmosphères étendues. Donc on se retrouve avec tout un patchwork de possibilités qui est extrêmement riche. On va passer à ça. Évidemment, comme j'ai parlé de planètes habitables, il faut quand même en mentionner une ou deux. Donc une planète qui a été trouvée par Kepler, qui est en orbite autour d'une étoile qu'on appelle une naine rouge. Donc là, les deux planètes sont mises à peu près à l'échelle. Donc vous voyez, c'est une planète un peu plus grosse que la Terre, mais qui reçoit le même type d'énergie que ce que nous, on reçoit de notre Soleil. La différence, c'est que le Soleil de cette planète est une naine rouge. Donc ça veut dire qu'il y a plus de lumière dans le rouge. Donc on va dire que le ciel sera plus rouge que chez nous. Alors, et la NASA avait fait d'ailleurs des posters pour les différentes planètes qui étaient découvertes. Kepler 186, où l'herbe est toujours plus rouge de l'autre côté. Voilà, et ça, c'est la collection de planètes dans la zone habitable trouvée par Kepler. Certaines sont des planètes telluriques et d'autres sont des mini-Neptunes. Voilà. Mais donc, il y a beaucoup de planètes qui sont assez proches, enfin qui sont à la bonne distance de leur étoile pour pas qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid. Savoir s'il y a de la vie ou pas, c'est une autre question. Mais au moins, les conditions de l'eau liquide à la surface sont remplies dans pas mal d'objets que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, les super-terres, moi j'aime bien. Ce sont des objets, par rapport à la Terre, c'est la gravité un peu plus forte. Donc si on voulait faire du base jump, ça serait assez intéressant. Vous imaginez, ce serait comme vivre sur une super-terre, c'est comme vivre sur la Terre avec 1,5 fois la gravité terrestre. Donc c'est plutôt pour des gens bâtis comme ceci, pour pouvoir bien tenir vis-à-vis de la gravité. L'autre question, c'est les exolunes. On découvre des planètes, mais est-ce qu'il y a des lunes autour de ces planètes ? Donc il y avait eu des essais avec Kepler, mais ils ne les ont pas trouvés. Et nous, par contre, par micro-lentille, on en a trouvé une en 2014, qui a été publiée ici. C'est en fait un effet de lentille gravitationnelle un peu particulier, et ce serait une planète de 5 masses de Jupiter avec une planète de type comme la Terre en orbite autour d'elle. Voilà. Donc ce serait un système, en fait, il n'y aurait pas d'étoiles, ce serait juste en fait une planète seule avec un compagnon planétaire autour. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à la planète d'Avatar, mais on ne s'est pas peint en bleu pour les press releases. Planète avec 2 étoiles, je vous avais parlé de la planète de 2 étoiles de Star Wars. Bon, Kepler en a trouvé, nous aussi d'ailleurs. Donc ce sont des objets, on les voit d'abord dans la science-fiction, mais après on les détecte. L'étape suivante, après découvrir les planètes, après on passe dans un mode un peu collectionneur de timbres. Donc avoir le plus grand nombre de planètes, c'est bien gentil, mais il faut essayer d'en savoir un peu plus. L'étape suivante, c'est donc étudier leur atmosphère pour pouvoir comprendre ce qui se passe, et en particulier, est-ce qu'il y a des molécules. Donc les premières mesures, ça a été fait en 2007, en utilisant le satellite Spitzer, satellite américain, et ensuite ça a été fait beaucoup en utilisant Hubble. Alors la première détection de vapeur d'eau en 2007, c'était dans un Jupiter chaud. Donc ça, c'était une idée d'une collègue, Giovanna Tinetti, et bon, c'est moi qui avais fait la mesure. S'il n'y avait pas d'eau, en fait, ça aurait dû être plat. Les 3 points auraient dû être parfaitement alignés. Donc le fait que ces points étaient un peu espacés, on pouvait expliquer ça avec la signature de vapeur d'eau. Évidemment, il faut quand même aller un peu plus loin qu'avec 3 points. Donc c'était quelque chose qui a été fait dès 2008 avec Hubble. Et donc en noir, ce sont les points de mesure. Et en bleu, ce sont les modèles pour reproduire les observations. En bleu, c'est juste avec de l'eau. Et en rouge, avec de l'eau et du méthane. Donc qu'est-ce que ça dit ? En fait, pour arriver à reproduire ces espèces de vagues là, dans les observations, on est obligé d'avoir une atmosphère composée d'eau et de méthane. Donc c'est-à-dire dès 2008, avec Hubble, on pouvait faire ça. Le problème, c'est que la mesure est difficile. Et donc je dirais que ça a été... il y a eu des débats scientifiques constructifs. Et donc ça a vraiment chauffé en fait dans la communauté, et ça s'est calmé depuis 2014. Voilà. Donc maintenant les gens arrivent à reproduire les observations initiales. Donc après tout le foin, en fait, oui, il y a de l'eau découverte dans les atmosphères de planètes. Aujourd'hui, il y a maintenant une 50aine de planètes où on a de l'eau, du méthane, du CO, de l'ammonia, etc. Donc maintenant, ça devient un peu plus routinier. Et moi, toujours, je pense que ce qui est important, c'est d'étudier ces planètes-là, les super-terres. Pourquoi ? Plus la planète est petite, plus c'est dur. Donc, si on veut étudier des planètes rocheuses de la taille de la Terre, c'est quand même très coton avec les instruments qu'on a aujourd'hui. On peut commencer à étudier des planètes qui ont les mêmes types de caractéristiques en travaillant sur les super-terres. Donc, on commence petit à petit avec ce genre d'approche. Donc, parmi les grandes questions, si vous observez une planète qui est petite, est-ce qu'on a une mini-Neptune, donc une petite planète gazeuse, ou un truc qui est de la même famille que la Terre, ou quelque chose avec de la Terre avec une atmosphère plus étendue ? Parce que de l'extérieur, ça ressemble beaucoup, mais d'un point de vue structure, c'est très différent. On a une qui a une atmosphère complètement étendue, et l'autre qui a une atmosphère assez petite avec un sol. Bon. Donc les grandes machines qui arrivent pour ça, pour la suite, le premier, c'est le James Webb. Le James Webb, c'est un satellite développé par la NASA, miroir de 6,50 m, qui va être lancé par une fusée Ariane. Espérons que la fusée n'explose pas, parce que sinon on va avoir des problèmes. Pour donner l'échelle, donc miroir de 6,50 m,
c'est en gros la taille d'un terrain de tennis au niveau de la structure en dessous. Donc là, vous avez des boucliers thermiques qui permettent de protéger le télescope de la lumière du soleil, parce que le soleil est en dessous. Et là, vous avez les instruments ici. À l'origine, ça devait être quelque chose qui devait être fait de manière assez simple et bon marché, 500 millions de dollars, lancé en 2004. On est à 10 milliards et ce sera lancé en 2021. Les budgets ont un peu dérapé. Les Européens, par contre, eux, sont restés dans les clous. Ce sont nos collègues américains qui se sont un peu lâchés. Voilà. Donc, et voilà, une photo donc, de la bête montée à côté de Washington, en train de faire les derniers tests. Donc aujourd'hui, je vous avais dit, il y a plus de 4300 planètes découvertes. Il y a plein de satellites et d'observatoires au sol qui contribuent à ce genre de choses. Euclide, ce qu'il peut faire, c'est faire de la recherche de planètes par micro-lentille, donc le genre de choses que je faisais. Donc là, c'est plutôt les études de statistiques. Mais là, ce qui m'intéresse aussi bien, c'est le côté molécules. Où est-ce qu'on peut aller plus loin dans la compréhension des atmosphères ? Donc, découvrir les molécules qui sont les atmosphères de ces planètes. Alors donc, c'est là où arrive le satellite Ariel. Donc Ariel, vous allez me dire Ariel, alors je fais tout de suite, je commence par cette information. Ariel, c'est l'esprit de l'air dans la tempête de Shakespeare. Parce qu'évidemment, on ne me l'a jamais fait celle-là, le baril de lessive, la petite sirène, un ange, ou le satellite anglais, ou même une des lunes de, je crois, Uranus. Voilà, donc Ariel, au moment où le nom a été choisi vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire on devait envoyer la lettre à l'Agence spatiale européenne pour notre lettre d'intention, et on n'avait toujours pas décidé le nom. Et alors que la lettre devait partir pour 14h, à 10h du matin, la chef du projet, qui est justement la Giovanna, a dit on va l'appeler Ariel parce que c'est par référence à Shakespeare. Je dis non, putain, la lessive. Alors on n'a pas eu le temps. Elle a dit c'est pas grave, on va changer après. Malheureusement, on est coincé. Donc voilà. Donc Ariel. Alors c'est un projet. On a commencé ça en 2007. Donc il a fallu d'abord passer on a fait une première proposition de projet à l'Agence spatiale européenne. On est allé quasiment jusqu'à la fin du processus, mais on n'a pas été approuvé. Et ensuite, on a resoumis un autre projet qui, lui, finalement, a été accepté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à quelques personnes, et puis après, maintenant, on est 200 scientifiques, 15 pays, et donc c'est quelque chose qui est assez gros. Et c'est vraiment issu d'un processus compétitif. L'Agence spatiale européenne dit, on a 450 millions là, et il y aura un projet qui pourra les avoir. Donc, bienvenue dans la compétition. Donc là, on était 28, et on est passé de 28 à 1. Donc maintenant, ça y est, on a le projet est accepté, et donc on lance en 2029. Alors, à quoi il ressemble ? D'ailleurs, vous pourrez voir en sortant, j'ai une petite maquette du satellite, vous pourrez le voir en sortant de la salle. Donc, qu'est-ce que l'on a ? On a un télescope qui est couché sur des boucliers thermiques. Donc, comme avec le James Webb, comme on travaille beaucoup dans l'infrarouge, on veut se protéger de la lumière du soleil. Donc, il y a 3 couches ici pour de boucliers thermiques. Là, il y a ce qu'on appelle le payload module, c'est-à-dire là où il y a toute l'infrastructure pour le pointage, l'antenne pour communiquer avec la Terre. Et les instruments sont ici derrière. Là, et on met ce satellite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, derrière la Lune. On appelle ça le point de Lagrange L2. C'est un endroit tranquille. C'est-à-dire on est loin, il n'y a pas trop de lumière venant de la Terre. Donc on met les fesses du télescope au soleil, et le télescope, lui, là, est à l'ombre. Donc passivement, on est à moins 220 degrés, ici, pour l'instrument, et on a un petit étage de frigo pour diminuer encore la température des instruments que l'on utilise. Voilà. Donc fabriqué partout en Europe, donc différents pays contribuent différents morceaux. Donc la France fabrique le spectrographe, à savoir le petit instrument qui fabrique les arcs-en-ciel pour étudier les atmosphères de planètes. Voilà, donc là, il ne faut pas oublier quand même qu'avant tout, c'est une équipe, ce sont des êtres humains.
Donc là, voilà une partie donc des scientifiques de l'équipe Ariel. Et puis là, donc là c'est l'équipe française, avec les représentants donc c'est surtout la région parisienne pour la construction d'instruments, avec notre chef au milieu, qui elle est basée en Angleterre. Ce qui est très important aussi, ce sont les jeunes, la nouvelle génération, donc les étudiants qui travaillent avec nous. Donc moi je les amène à Biarritz pour travailler. Donc on les met au domaine Francion, on les fait bosser le matin, ensuite il dit voilà, bon, on a 2 heures, là maintenant on va à la plage, donc on prend les bodyboards, on va à la plage, et puis ensuite dîner, et puis on rebosse un petit peu. Voilà, donc je leur fais faire ce genre de séance intensive. Vous voyez, ils sont complètement traumatisés. Hein. Et en pratique, durant la première édition de cette école, en 2009, ils ont découvert des molécules dans 9 planètes, sur les 50 planètes qui sont connues à ce jour. Donc sur les 50 planètes qui sont connues à ce jour, ce groupe de jeunes-là en a fait 9. Ça, c'est au niveau mondial. Voilà. Donc évidemment, on les fait bosser, hein. Mais on travaille aussi avec eux. L'important, c'est de travailler tous ensemble, et on apprend. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de bosser avec quelqu'un. Donc on a ces jeunes, et on a des gens expérimentés autour, et on les fait tous travailler en équipe. Et on revient en octobre, justement, 2021. Alors, que retenir ? Les exoplanètes sont vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce que l'on pouvait penser initialement. Il y a des choses qui ressemblent à notre système solaire, mais notre système solaire, ce n'est pas la règle. Parmi les choses qui sont très abondantes, il y a ces super-terres. Ce sont ces planètes de 2, 7, 10 fois la masse de la Terre, qui peuvent être chaudes ou froides, qui sont les planètes les plus abondantes. Et d'ailleurs, ces planètes pourraient tout à fait être habitables dans certaines conditions. Donc, ce sont des objets qui sont vraiment très très intéressants à étudier, puisque ça permet aussi de mieux comprendre comment les planètes évoluent. Donc, il y a des milieux extrêmement variés, des planètes rocheuses, des planètes couvertes d'océans, de lave, d'autres couvertes d'océans d'eau, couvertes de glace, d'autres semblables à la Terre, d'autres avec des atmosphères plus étendues. Il y a vraiment de tout, quoi. Et puis il y a les mini-Neptunes, ces petites planètes gazeuses. Voilà, donc ça c'est un premier point, donc une énorme diversité de planètes. Je trouve que ça dépasse en fait un petit peu même ce que l'on pouvait s'attendre avec les prédictions de science-fiction. Il y a aussi des planètes en orbite autour d'étoiles mortes qui sont découvertes. Donc il y a vraiment de tout aujourd'hui. Donc il est important de sortir de notre térocentrisme. C'est-à-dire on veut, ah ouais, je cherche la sœur de la Terre. Ah oui, c'est un peu réducteur, quoi. Se limiter juste à la sœur de la Terre, c'est beaucoup plus sain d'avoir une approche vraiment plus vaste, essayer de comprendre les exoplanètes dans leur globalité plutôt que de se focaliser sur un truc trop étroit. Donc il y a une diversité extraordinaire. Donc vous l'avez compris, on va chasser les super-terres pour commencer, et on avance vers les planètes terrestres. Aujourd'hui, c'est comprendre la physico-chimie des atmosphères. Le James Webb sera le premier à nous sortir des résultats extraordinaires. Ça devrait arriver bientôt. Mais ça va sortir des résultats extraordinaires, mais je pense aussi certains vont faire preuve d'un peu d'enthousiasme. Donc vous allez entendre l'annonce de découverte de vie dans une... Nous, on va en faire 1000. Donc ça, c'est à partir de 2029. Et ensuite, après, il y a d'autres projets pour essayer d'étudier vraiment les sœurs de la Terre, ou des planètes telluriques, essayer vraiment d'aller chercher l'ozone, l'oxygène, etc. Voilà, mais ça, je dirais, c'est 2035 et après. On n'est pas à l'abri de surprises, bien sûr, mais voilà, c'est la roadmap qui est le plus raisonnable. Voilà, puis je vais finir avec 2 notes sur 2 figures quand même particulières. Parce qu'on me demande toujours aussi, alors, qu'est-ce que tu penses d'Alexandre Astier ? Il est bien. Il est vraiment très bien parce que il nous fait marrer, mais il ne dit pas de bêtises. C'est-à-dire que faut savoir que pour vérifier ces talks, il est venu voir les astronomes pour vérifier que tout ce qu'il disait était correct. Quand vous regardez son exoconférence, il n'y a pas une connerie. Et en plus, on se marre. Donc, chapeau. Puis il y en a un autre aussi qu'on aime bien, c'est Brian May. Donc le guitariste de Queen, qui a un PhD en astrophysique,
et qui est réellement, depuis quelques années, un jour par semaine à Imperial College. Donc, si vous êtes étudiant en thèse à Imperial College, vous pouvez prendre le café avec Brian May et parler d'astro. Voilà. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi des bonnes figures. Voilà, ces deux-là, je trouve, sont des gens qui nous font du bien. Voilà. Voilà. Mais merci à vous. Alors, si vous avez des questions. Alors, donc, par exemple, pour on a les Américains à bord, puisqu'à l'origine du projet, en fait, on était 3. Donc, à avoir pensé à ce truc-là, il y en a un qui était un Américain. Et justement, on est toujours resté en se disant, lui, il pousse pour une version américaine, nous, on va pousser pour une version européenne. Et maintenant, puisque c'est passé côté européen, il est bien sûr avec nous. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un travail en équipe. Le James Webb, c'est mené par l'Amérique, mais il y a les Européens à bord. Nous, pour Ariane aussi, on a les Japonais qui devraient nous rejoindre. Avec les Chinois, c'est plus compliqué parce que quand on travaille dans l'infrarouge, les détecteurs infrarouges, les Américains ne veulent pas qu'on parle de détecteurs infrarouges aux Chinois. Ça fait partie des... Oui, non, parce que l'infrarouge, c'est le militaire. Voilà, donc nous n'avons pas de partenaire chinois pour ce projet-là. Mais les Chinois aussi développent leur propre projet, mais eux, c'est plutôt dans le visible. Donc ils ont un télescope spatial en développement, qui est un télescope de 2 mètres, qui vont accrocher à leur station internationale, à leur station en orbite. Voilà. Non, mais ça, on peut pas. C'est ça le problème. Même si on avait une à 10 années-lumière de distance, si on se déplace à 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas le cas, il faudrait 100 ans. Comment on amène des humains là-bas? Alors, par exemple, on dit, mais c'est très bien, on envoie des gens, et puis bon, il va y avoir des familles qui vont se former, et puis ils vont mourir à bord, et puis c'est leurs petits-enfants qui arriveront sur place. Vous imaginez la 2e génération sur place? Moi, j'en ai rien à foutre là d'aller là-bas. Là. Moi, je veux revenir sur Terre. Ne serait-ce que ça, indépendamment des problèmes techniques. Et puis, si on veut garder toute la diversité génétique de l'humanité, il faudrait quoi? 50 000 personnes, 100 000 personnes dans un vaisseau spatial? Et non, c'est ça. Pour ça, il n'y a pas de plan B pour s'échapper parce que les distances sont trop fortes. On ne peut pas, on est coincé. Alors, il y a plusieurs trucs. Donc, nous, pour les micro-lensing, il fallait qu'on soit 24 heures sur 24. Donc, on utilisait des télescopes tout autour de la Terre. Et comme c'est le centre galactique, il fallait être dans l'hémisphère sud. Donc, c'est pour ça que nous, on était comme ça. C'est pas juste être sur une montagne dans le désert. Les Paranal et Hawaï, l'air est très calme, très peu turbulent. Donc, il y a très peu de turbulence dans l'air. L'air est très sec, donc il n'y a pas de vapeur d'eau. Quand on va observer dans l'infrarouge, c'est mieux. Et en plus, il y a 300 et quelques nuits claires par an. Il y a aussi des montagnes où on peut dire c'est super, 50 nuits par an. Ouais, mais enfin, il vaut mieux qu'il y ait 300 nuits claires par an. Donc il y a vraiment des sites particuliers. Et le désert d'Atacama et Hawaï sont vraiment les 2 meilleurs sites au monde. On n'arrive pas à faire mieux, quoi. Alors il y a l'Antarctique où il y avait eu beaucoup d'espoir, mais j'ai même essayé de là-bas. Et le problème, c'est que ça coûte tellement cher en gros, ça coûte 10 à 15 fois plus cher que faire quelque chose ici. Donc, en fait, on peut arriver à compenser. Donc, on n'a pas vraiment d'intérêt à aller se fatiguer en Antarctique. Là, lui, il n'a pas pu faire de spectre. Mais il y a d'autres satellites qui ont fait des spectres. Et si on regarde, justement... Bon, évidemment, on connaît la réponse déjà. Mais on regarde... Avec ces résolutions-là, on se dit, ah ouais, là, il y a de l'oxygène, il y a de l'ozone. Ouais, non, là, la chimie de base, ça va pas. Donc oui, de l'extérieur,
Oui, c'est-à-dire que si on trouve une planète sur laquelle il y a de l'oxygène et de l'ozone, avec un spectre qui ressemble à la Terre, il y a quand même des chances pour effectivement que ça soit bon. Donc oui, vu de l'extérieur, on se dit oui, quand même c'est... Mais d'un autre côté, on a quand même une idée préconçue, puisqu'on connaît la réponse. Alors, en tout, on doit être 800 astronomes à peu près en France. Tout compris, les maîtres de conf, voilà, affiliés. Pour donner les chiffres, au CNRS, c'est 5 personnes par an recrutées en astro. Donc c'est pas des masses, quoi. Alors chercher des planètes dans d'autres galaxies, on a des idées sur comment le faire. Et justement, par microlensing, on peut. On pourrait détecter des planètes dans Andromède. C'est faisable. Mais ça, il faut un télescope de 8 mètres dédié pour pas mal de temps. Et on va dire que ce serait un peu pénible à faire. Donc on n'a pas encore essayé, mais c'est envisageable. Mais le moment où on décide de le faire, il faudra mettre des ressources sérieuses. C'est genre bloquer un 8 mètres pendant 2-3 ans, quoi. Donc c'est pas... Il faut savoir que ces trucs-là, ça coûte 1 euro la seconde, à peu près. Donc... Et il y a du monde, c'est-à-dire... parce que le problème, c'est pas juste d'avoir une bonne idée, il faut avoir l'idée qui va arriver à être meilleure que les autres idées proposées. Parce que les taux de pression sur le keck, c'est un facteur 7. Donc là, j'arrive à avoir du temps très régulièrement, même avec un facteur 7. Hubble, c'est 15. Il y a 15 demandes pour une qui passe. Et ceux qui écrivent, les 14 qui passent pas, ne sont pas des mangeurs de yaourt. Donc ça veut dire qu'on arrive à des niveaux de compétition, surtout quand on veut obtenir beaucoup de temps, qui sont vraiment pas simples. Sur les télescopes Sol, on arrive en gros à faire ce qu'on veut. On arrive quand même à passer. Alors avec les spatiaux, c'est quand même plus compliqué. Oui, alors des planètes comme la Terre ou un peu en dessous, il y en a. Et on a des choses jusqu'à Mars, je crois maintenant. Donc on trouve des planètes rocheuses de masse allant jusqu'à Mars. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y en a moins. On en a moins que les super-Terres. Alors celles-là, elles ont été détectées essentiellement par Kepler. Et on peut les détecter aussi par microlensing. Donc il y en a, mais il y en a moins que ce qu'on pourrait penser initialement. Parce qu'au début, on pensait que les trucs comme la Terre allaient être vraiment les plus abondants. Et ça a été une surprise. Finalement, non. Ce ne sont pas les plus abondantes. On fait ce qu'on peut pour justement corriger des biais instrumentaux. Toute la difficulté de l'exercice, c'est ça d'ailleurs. C'est toujours justement de bien comprendre nos biais instrumentaux. Mais quand on dit justement qu'il y a plus de ce type de planète que tel autre, on a bien sûr estimer nos efficacités de détection, corriger tout ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a différents projets qui attaquent sous des angles différents. Et quand au final tout le monde est en accord, alors que les choses sont faites quand même de manière différente, c'est quand même plus... Alors, quand j'ai dit zone habitable là, c'était juste... C'est vraiment le niveau 0 de la zone habitable. On peut en parler 1 heure de la zone habitable. Le niveau 0, c'est eau liquide à la surface dans les conditions de pression voisines de la Terre. Et évidemment, si on commence à changer la pression, les choses vont changer. Et on peut très bien aussi avoir, s'il y a beaucoup de flux UV qui viennent de l'étoile d'à côté, la température a beau être bon, ça ne va pas être terrible pour le développement de la vie. Voilà. Oui, mais là, c'est la pression, oui, 1 bar, quoi. Alors nous, on a des trucs particuliers quand même. Le fait, là où la Terre est, avec Jupiter derrière, on a quand même été protégé pas mal des comètes. Et on a la Lune qui stabilise notre axe de rotation. C'est-à-dire que s'il n'y en avait pas la Lune à côté, on pourrait avoir l'axe qui bascule, etc. Donc on a quand même des trucs privilégiés. C'est-à-dire on a vraiment une planète pépère. Donc, mais savoir quelle est l'influence de ces paramètres-là sur finalement le développement de la vie, ça on ne sait pas encore parce qu'il faudrait qu'on ait d'autres systèmes. Mais oui, on est dans une situation quand même particulière.
Alors sur la construction des systèmes planétaires, déjà on voit les planètes, on voit comment elles évoluent au cours du temps, mais souvent on les observe quand elles sont vieilles, donc ça veut dire que c'est un état un peu stabilisé. Mais il y a maintenant aussi des observations faites avec ALMA, qui est un radiotélescope millimétrique au Chili, où là on voit des disques de poussière avec des embryons de planètes dedans. Et donc on voit là les planètes en formation, l'interaction avec le disque, etc. Donc ça, maintenant on le voit. Au début je me disais c'est des simulations. Ah non, c'est pas des simulations. Ah oui, non, ça c'est vraiment la clé justement. Et c'est compliqué parce que tout ça c'est de la dynamique. Donc dès que c'est de la dynamique et qu'il y a des interactions avec différents mécanismes physiques qui sont quand même bien tordus, ça devient compliqué. Étoiles au milieu, mais il y a aussi des systèmes où il va y avoir 2 étoiles assez espacées avec des planètes en orbite autour des étoiles dans le système. Donc les planètes peuvent être un peu partout. Le tout, c'est si les 2 étoiles sont proches, il faut que la planète soit en orbite loin à l'extérieur parce que sinon ce ne serait pas stable. Mais on peut étudier justement la stabilité à 3 cordes, voir quelles sont les orbites stables quand il y a 2 étoiles. L'accélérateur, il oscille un petit peu, mais s'il n'y avait pas la Lune, là, ça pourrait basculer complètement. Là, il oscille, je ne sais plus le nombre, enfin c'est sur 26 000 ans, je crois. Ouais, donc ça oscille, mais ça doit être une quinzaine de degrés. Donc ça va, c'est pas une inversion complète. Voilà. Alors, déjà, par exemple, avec mon satellite, là, on va étudier beaucoup de planètes. Et on va pouvoir l'étudier dans toute leur diversité. Par exemple, une grosse question, on n'a pas la réponse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre Vénus et la Terre? Une qui est habitable et l'autre qui est un enfer. Parce qu'au début, elles étaient vraiment sœurs. Et justement, en étudiant et en comprenant bien les évolutions de ces planètes, peut-être que c'est ce projet-là qui va permettre de dire s'il se produit tel truc dans l'atmosphère de la planète, ça peut la faire évoluer pour arriver sur Vénus. Et donc, tirer un gros coup de sonnette d'alarme pour dire, mais attendez, il faut vraiment qu'on se calme sur la Terre parce que dans 1000 ans, on va la transformer en Vénus. Alors ça fait partie des réponses auxquelles on va essayer. On va voir. Peut-être que la réponse va venir de nous, peut-être qu'elle va venir d'ailleurs. Mais quand on a des questions aussi fondamentales que ça, autant attaquer avec tous les angles possibles. Et puis au point de vue, il y a aussi des développements industriels, des logiciels, etc. Donc il y a vraiment une contribution globale. Mais quand on est à la chasse finalement de questions aussi fondamentales, on ne peut pas prédire complètement à l'avance ce qui va en sortir. Mais en tout cas, on va essayer de contribuer le mieux possible. Merci. Ah.